Sur une colline près d'Orphin, un enfant découvre le corps atrocement mutilé, comme il se doit, d'une jeune femme inconnue. Très vite, l'inspecteur Jack Dupré et son fidèle binôme Gilles Leroy de la brigade criminelle de Versailles sont appelés sur place. Aidés des experts de la police criminelle, ils analysent la scène de crime et le cadavre. Ils interrogent ensuite les voisins, principalement des agriculteurs et le propriétaire unique du hameau où se trouve la colline. Ce dernier se révèle peu accueillant, mais les policiers lui montrent leur mandat de perquisition et ils les laissent fouiller son domaine. Alors que Jack visite une cave dont l'entrée est dissimulée par des branchages, il tombe sur un homme à la chemise tachée de sang, qui s'enfuit dès qu'il l'aperçoit. Le policier le poursuit et parvient à l'acculer à un mur. Il le met en joue, mais l'homme, loin de se rendre, lui fonce dessus en lui montrant les poings. Jack est obligé de tirer avec son Glock. Il tue le suspect d'une balle dans le cœur. Attiré par le coup de feu, Jill accourt accompagné du procureur. Ce dernier reconnaît immédiatement l'homme abattu par Jack. Il s'agit de Steven Lebeau, un dangereux criminel en cavale qu'il a inculpé quelques années auparavant. Jack est interrogé par le service des enquêtes internes de la police. C'est la troisième fois qu'il tue un suspect cette année. On lui fait comprendre qu'il risque de devoir rendre son arme et sa plaque de police. Quand ses interrogateurs le laissent partir, une autre mauvaise surprise l'attend. Le procureur a décidé de classer l'affaire de meurtre sans procéder à l'autopsie de la victime. Jack a l'intuition que le cadavre a des choses à dire. Sans informer Jill, il s'arrange pour mettre sur le coup son vieil ami le médecin légiste John Dubois, qui lui promet d'autopsier le corps en cachette. 2 heures plus tard, John lui répond. La victime a été torturée pendant plusieurs jours. Ses membres portent des traces de liens. Elle est morte après s'être vidée de son sang. À la fin de la journée, Jack quitte la brigade criminelle, mais au lieu de rentrer chez lui, il retourne à Orphin. Son idée est d'espionner le propriétaire du hameau. Tandis qu'il fait le tour de la propriété, son attention est attirée par des cris de femmes qui proviennent d'un soupirail révélant l'existence d'une cave cachée. Jack parvient à déceler les barreaux du soupirail et à descendre dans le souterrain. Il se retrouve nez à nez avec une jeune femme attachée à ce qui ressemble à un instrument de torture. Il comprend alors que la victime, trouvée le matin, a subi le même sort. Il libère la suppliciée qui a perdu conscience, mais au moment où il s'apprête à la transporter hors de sa prison, le propriétaire des lieux fait irruption dans la cave et le menace d'une arme. Jack est obligé d'abandonner son Glock et de se laisser attacher au chevalet de torture. Il comprend qu'il est en très mauvaise posture. Après s'être assuré de la solidité de ses liens, le propriétaire s'en va, en promettant de revenir très vite. Jack dispose de très peu de temps. Il se balance sur le chevalet et parvient à le faire tomber. Il entreprend alors de couper ses liens avec un tesson de bouteille oublié sur le sol. Au moment où il parvient à se détacher, les pas du tueur retentissent dans l'escalier. Jack a juste le temps d'éteindre la lumière et d'obturer le soupirail. Le tueur pénètre dans la pièce obscure, le Glock à la main. N'écoutant que son courage, Jack lui administre plusieurs coups de poing de karaté et son agresseur s'écroule mortellement atteint. Jack a gagné. Voilà, l'histoire est finie. Elle vous a plu ? Je parie que vous avez déjà vu ou lu plusieurs fois ce même genre d'histoire. L'inspecteur Harry, l'as de la gâchette, le justicier qui ne suit pas les règles et qui sauve les jolies victimes d'une mort certaine. Vous devinez ce que je vais vous dire, non ? Tout ça ne tient pas la route. Les policiers ne travaillent pas comme ça. Pas en France et même pas aux États-Unis. Ils doivent remplir un tas de papiers, faire des recherches dans les fichiers de police, justifier tous leurs actes. Ils travaillent en groupe et laissent les gros bras de la BRI ou du RAID arrêter le méchant à leur place. Leur obsession est de boucler une enquête qui tiendra la route aux assises. On ne les appelle pas inspecteurs, ils ne portent pas un Glock, mais un Six Hour SP 2022. Ils n'ont pas besoin de mandat de perquisition ou d'arrestation, seulement d'une commission rogatoire. Ils agissent au nom d'un juge d'instruction ou d'un procureur. J'entends déjà votre réponse. Te fatigue pas, Guy. Nous, on aime bien les flics comme ton Jack Dubois. Tu nous l'écris quand, cette histoire ? Vous aimez les belles intrigues, pas les documentaires sur les fonctionnaires de police. Ça me va.
C'est vrai, hein, en tant que lecteur ou spectateur, je me fiche souvent de la vraisemblance. Je me cale dans mon canapé et je me laisse emporter. Mais j'avoue que je me lasse vite de ce genre d'histoire. Au milieu de l'épisode, je crie en montrant bêtement l'écran. Non mais t'as vu? Il court après le tueur comme ça, tout seul. Il aurait au moins pu avertir sa collègue. Ou bien, t'y crois, toi, à ce toubib qui fait des autopsies en loose dé? Eh oui, à force de consommer du récit, on finit par devenir exigeant, on veut du neuf, de l'original. Les clichés répétés 1000 fois ne nous font plus le même effet. Quand je me suis mis à écrire des polars, j'ai commencé par me documenter sur la police. Et là, j'ai reçu une claque. Non seulement ça n'avait rien à voir avec ce que je croyais savoir, mais c'était beaucoup plus passionnant. J'ai tout de suite décidé que j'avais envie de raconter des histoires plausibles, résolues par des flics qui pourraient exister. Je me suis dit, pourquoi j'irais inventer des choses alors que la réalité me fournit une matière forte et originale? À la place d'imaginer, plutôt de me rappeler les centaines de thrillers ou de polars que j'ai consommés dans le passé, j'ai choisi de chercher mes idées dans la réalité. Et vous savez quoi? Le plus étonnant, c'est que certains lecteurs me traitent de mythomane précisément quand je raconte des histoires vraies. Ils sont tellement habitués aux mensonges de la fiction qu'ils ne reconnaissent pas la réalité quand ils la rencontrent. Pour moi, c'est un peu la preuve que je marche sur le bon chemin. J'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne où je vous parlerai de mes livres, mais aussi de techniques littéraires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook ou bien vous inscrire à ma lettre d'information. Vous trouverez les liens dans la description.